25 février 2026, 6h47 du matin, heure normale du centre. En ce moment même, dans une salle de surveillance éclairée par des écrans bleus au centre national de l'USGS à Reston, en Virginie, une série de chiffres traverse les flux de télémétrie et fait taire la pièce entière. Le Mississippi ne baisse pas lentement. Il ne s'amincit pas au rythme des saisons. Il s'effondre. En 72 heures, l'un des fleuves les plus puissants de la planète vient de perdre près de 47% de son débit sur certains tronçons critiques. 19 pieds de moins à Memphis. Des stations automatiques qui, minute après minute, cessent de raconter l'histoire ordinaire d'un grand fleuve et commencent à raconter autre chose. Quelque chose de plus ancien. Quelque chose de plus profond. Et ce que les scientifiques ont trouvé là-dessous, sur ce lit soudain mis à nu, n'a rien d'un simple épisode de sécheresse. À 7h15, la station de Memphis confirme que les premières données n'étaient ni un défaut d'étalonnage ni une dérive instrumentale. À 8h02, Vicksburg suit, puis Natchez, puis Bâton Rouge. Le recul n'est pas local. Il descend le corridor du bas Mississippi comme une onde d'alarme, station après station, comme si le fleuve transmettait lui-même la nouvelle de sa propre défaillance. À 8h30, le corps des ingénieurs de l'armée américaine déclenche ses protocoles d'urgence. Les avertissements de navigation partent dans tout le réseau. Les barges reçoivent l'ordre de stopper. Les opérateurs portuaires commencent à recalculer en catastrophe la hauteur de leur prise d'eau, l'enfoncement de leur coque, la marge résiduelle avant l'arrêt complet. Parce que ce fleuve n'est pas seulement un paysage, il est une machine hydrologique, logistique, économique, industrielle. Et ce matin-là, la machine se dérobe sous les pieds de tout un continent. À midi, le premier fait impossible devient le deuxième. Le National Weather Service ne relève aucun déficit de précipitation suffisant sur les 72 heures précédentes pour expliquer une chute de cette ampleur. Aucun lâcher de barrage en amont, aucune dérivation massive, aucun incident d'exploitation dans les registres fédéraux. Rien, à la surface, n'explique ce qui se produit. Le fleuve ne répond à aucune cause visible. Il ne manque pas d'eau pour des raisons ordinaires. Il perd de l'eau quelque part. Et ce quelque part ne se trouve ni dans le ciel, ni dans les barrages, ni dans l'océan. Ce quelque part est en dessous. La docteure Patricia Walters, hydrologue senior au Mississippi River Science Center de l'USGS, a consacré 31 années à ce bassin. Elle a documenté les bas niveaux de 1988. Elle a traversé la sécheresse de 2012. Elle connaît le comportement de ce système comme un cardiologue connaît un pouls. Mais ce qu'elle voit le 25 février 2026 ne ressemble à aucun pouls connu. Les courbes de débit ne dessinent pas une décrue classique, elles dessinent une disparition. Ces modèles peuvent simuler des sécheresses, des anomalies de neige, des vagues de chaleur, des prélèvements, des retards de recharge. Ils ne simulent pas un fleuve qui semble perdre son volume dans un vide souterrain que personne n'a cartographié à cette échelle. Autrement dit, le Mississippi ne s'écoule plus seulement vers le sud, il se vide vers le bas. Et lorsque l'eau se retire ainsi, brutalement, elle ne laisse pas seulement de la vase, elle laisse des preuves. Dès l'après-midi, entre Memphis et Vicksburg, des équipes de terrain descendent sur des portions du lit du fleuve que l'air libre n'avait peut-être jamais touché dans toute l'histoire observée. Le paysage qui apparaît n'a rien de familier. Ce n'est pas le fond lisse d'un chenal fluvial, c'est une surface rompue, striée, disloquée. Sur près de 22 km au sud de Memphis, le géologue Aaron Briggs relève des fissures fraîches dans les sédiments alluviaux. 3 à 7 pieds de largeur, une profondeur qui dépasse la longueur des sondes embarquées. Les arêtes sont nettes, sans érosion, sans patine, sans les signatures d'un façonnement lent. Ce ne sont pas des formes creusées, ce sont des ruptures ouvertes. Et leur orientation glace immédiatement les équipes sur place. Elles s'alignent de manière troublante avec l'architecture du système sismique de New Madrid. Puis vient la deuxième découverte. Des prélèvements effectués autour de ces ouvertures remontent une matière organique noire, saturée d'eau, remontant par poussée à travers les fractures. Ni pétrole, ni ruissellement agricole, ni pollution industrielle récente. Les résultats de datation accélérée, envoyés depuis un laboratoire d'urgence de l'université de Memphis, donnent une fourchette qui arrête les conversations. Entre 22 000 et 60 000 ans. Une matière antérieure au dernier maximum glaciaire,
Des dépôts enfouis avant que notre civilisation n'existe, avant même que le paysage moderne du Mississippi ne soit stabilisé. Ce que les scientifiques ont trouvé n'est pas simplement vieux, c'est du temps géologique lui-même qui remonte à la surface, par des chemins qui n'existaient pas 3 jours plus tôt. En soirée, la sédimentologue Renata Okafor de Louisiana State University arrive sur le site en hélicoptère. Elle examine les échantillons, observe les fractures, compare leur géométrie à la texture du substrat, et sa conclusion circule immédiatement dans les notes techniques. Pour ouvrir des voies aussi profondes à travers un empilement alluvial de cette épaisseur, il faut une défaillance structurelle souterraine d'une ampleur pour laquelle la science opérationnelle ne dispose pas encore d'un cadre confortable. En langage brut, quelque chose cède sous le fleuve. Les capteurs de gaz complètent ce tableau avec une précision presque sinistre. Sur 3 points distincts du corridor exposé, les taux de méthane atteignent 40 fois le niveau de fond. Ce n'est pas un détail de laboratoire, c'est un signal de pression. Le lit du Mississippi, à nu, est en train d'expirer des gaz prisonniers depuis des dizaines de milliers d'années. Le fleuve ne révèle pas seulement son fond, il révèle les compartiments étanches qu'il gardait fermés. Il révèle des couches anciennes, comprimées, maintenues sous charge, désormais connectées à la surface par une plomberie géologique nouvelle. Une plomberie qui, si elle s'élargit, peut devenir un drain. Et c'est ici que la simple image d'un grand fleuve en crise cesse d'être suffisante. Car ce qui apparaît dans les données n'est pas une cause unique, c'est une convergence. Le premier stress est hydrologique, et il ne date pas de cette semaine. Depuis 2022, le bassin du Mississippi s'enfonce dans une séquence de sécheresse et de recharge insuffisante. Au seuil de l'hiver 2025 à 2026, l'enneigement dans le Haut-Midwest et le nord des Rocheuses n'atteint qu'environ 61% de la moyenne historique sur plusieurs secteurs de référence. Les nappes de recharge liées au bassin accusent des déficits répétés. Pendant 38 mois consécutifs, certaines zones de la Grande Plaine alluviale fonctionnent en bilan négatif. En apparence, le fleuve tient encore. En réalité, il tourne sur réserve. Il est comme une structure massive dont les marges de sécurité ont été consommées année après année, sans que le grand public y voie autre chose qu'un épisode de plus. Le 25 février n'invente pas la fragilité, il la dévoile. Le deuxième stress est tectonique. Entre décembre 1811 et février 1812, la zone sismique de New Madrid a produit l'une des séquences les plus violentes jamais documentées en Amérique du Nord. Des estimations modernes situent les principaux événements entre magnitude 7 et 8 selon les scénarios retenus. Des secousses ressenties à plus de 1000 km, des terrains liquéfiés, des lacs formés en quelques heures. Et fait rester dans la mémoire géologique comme un avertissement presque mythologique, des portions du Mississippi temporairement inversées par les perturbations hydrodynamiques et les déformations de berges. 2 siècles plus tard, le système est plus silencieux. Mais silencieux ne signifie ni inerte ni inoffensif. Dans les 40 jours précédant le 25 février 2026, les réseaux sismiques régionaux enregistrent des centaines de microséismes sous la basse vallée. Pris isolément, ce sont de petits événements. Ensemble, ils dessinent un motif, une préparation, une friction qui change, une mécanique qui se réveille sans encore rompre franchement. Le troisième stress vient des profondeurs aquifères. Sous cet état s'étend le système aquifère de l'embayement du Mississippi, une architecture souterraine immense, cloisonnée, pressurisée, hétérogène. Depuis novembre 2025, plusieurs forages de surveillance enregistrent des dépressurisations anormales dans des couches profondes confinées, particulièrement en Arkansas, au Tennessee et au Mississippi. Ce point est crucial. Une nappe qui baisse pour cause de pompage raconte une histoire connue. Une nappe qui se dépressurise d'une manière incohérente avec l'extraction raconte une autre histoire, celle d'un réarrangement du milieu lui-même. De nouveaux chemins s'ouvrent, d'anciens scellements se rompent, des pressions se redistribuent. Et si cette redistribution croise des fractures induites ou réactivées au droit d'un grand cours d'eau, alors le fleuve au-dessus devient un réservoir offert à la gravité. À Reston, les géophysiciens superposent alors les cartes. Sismicité, déformation du sol, piézométrie, bathymétrie, débit. Les stations GPS du réseau Earthscope n'affichent pas des chiffres spectaculaires pour le grand public. 1 cm par-ci, quelques millimètres par-là. Près de Greenville, environ 1,3 cm de subsidence.
Près d'Helena, près d'1 centimètre. Pris seuls, ces nombres paraissent minuscules. Mais dans un corridor fluvial où la stabilité verticale est censée dominer, ils ont la violence discrète d'un battement d'horloge. Parce qu'ils disent que le sol bouge, que la charge se redistribue, que la géométrie qui portait le chenal n'est plus exactement la même que la semaine précédente. La sismologue Sylvia Marchand, à St. Louis University, compare ces anomalies à la cartographie des failles secondaires de New Madrid. L'ajustement est assez net pour déclencher, tard dans la nuit, une chaîne d'appels entre chercheurs et responsables. L'hypothèse qui prend forme n'a rien de rassurant. Des structures secondaires pourraient être en phase de fluage asismique, un glissement lent, sans grand séisme destructeur immédiat, mais suffisant pour fracturer le substrat, modifier la perméabilité, créer des drains vers des volumes plus profonds. En d'autres termes, la catastrophe n'a pas besoin d'une secousse de magnitude 8 pour commencer. Elle peut commencer dans le silence, dans des centimètres, dans des joints qui s'ouvrent, dans un fleuve qui perd pied. Et c'est là que la civilisation apparaît pour ce qu'elle est réellement. Une couche mince, raffinée, extraordinairement vulnérable, posée sur une géologie qui ne négocie avec personne. 14 grands ponts franchissent le bas Mississippi entre Memphis et la Nouvelle-Orléans. Leurs calculs de fondation supposent des plages de variation du niveau d'eau, des efforts de courant, des contraintes latérales, des états de berge et des propriétés de substrat héritées du passé récent. Mais si le niveau chute brutalement et que les matériaux d'assises se remanient en même temps, chaque hypothèse de conception devient une question ouverte. Les équipes d'inspection se ruent sur les piles, les tabliers, les ancrages. Non parce qu'un pont est forcément en train de tomber, mais parce que l'on ne sait plus avec certitude si le sol qui le porte aujourd'hui est le même que celui sur lequel il a été calculé. Le danger ne s'arrête pas au pont. Les prises d'eau municipales, les stations de pompage, les circuits de refroidissement industriel, les chenaux de navigation, les câbles, les conduites, les digues, tout a été dimensionné sur l'idée qu'un grand fleuve varie, mais ne se retire pas comme si le plancher s'ouvrait sous lui. Un système fluvial, dans un pays moderne, n'est pas qu'un objet naturel, c'est un support d'hypothèses. Et lorsque les hypothèses cassent, l'ingénierie se retrouve nue, comme le lit du fleuve lui-même. Les parallèles historiques commencent alors à se refermer, car en 1811 à 1812, les habitants de la vallée n'avaient ni télémétrie, ni GPS, ni modèle, ni réseau sismique dense. Ils n'avaient que leurs yeux, le vacarme, les arbres couchés, l'eau qui se comportait comme une bête devenue folle. Aujourd'hui, nous avons les capteurs, nous avons les centres de calcul, nous avons des séries temporelles, des modèles de contraintes, des forages, des satellites. Et pourtant, au moment précis où le Mississippi chute de presque moitié en 3 jours sur certains secteurs, les meilleurs spécialistes du pays sont forcés de prononcer la phrase que toute civilisation technique déteste entendre. Nous ne savons pas encore complètement pourquoi. Ce qui rend cette phrase si lourde n'est pas l'ignorance en soi, c'est le contexte. Car le Mississippi n'est pas un fleuve périphérique. 31 États drainent vers son bassin. Une part immense du commerce agricole américain dépend de sa continuité. Des millions de personnes dépendent directement ou indirectement de ses prises d'eau, de sa navigation, de ses zones industrielles, de ses corridors énergétiques. C'est l'axe central d'une architecture économique continentale. Si cette artère commence à perdre sa cohérence physique, alors ce n'est pas seulement un fleuve qui souffre, c'est la colonne de charge d'un système entier. Et cette nuit du 25 février 2026, alors que les jauges continuent de clignoter, que les fissures exhalent du méthane, que des matières organiques de 60 000 ans remontent par des plaies ouvertes, une pensée commence à s'imposer dans les salles de crise. Peut-être que le 47% n'est pas l'événement principal. Peut-être que ce n'est que le premier chiffre visible d'un processus qui travaille la vallée depuis des années. Peut-être que le Mississippi n'est pas en train de mourir d'un manque d'eau, mais de révéler qu'en dessous, la terre qui le soutenait est en train de changer d'état. Le pendule bat. 1 heure de plus sans stabilisation. 1 heure de plus avec des anomalies de gaz. 1 heure de plus avec des stations GPS à surveiller. 1 heure de plus avec un silence sismique qui n'a rien de rassurant, parce qu'en géophysique, le silence n'est jamais une promesse. C'est parfois seulement l'intervalle entre 2 basculements. Et au bord du fleuve, dans la boue froide de février, des équipes regardent des fractures fraîches s'ouvrir dans une surface que personne n'était censé voir. Elles savent déjà ce que l'histoire américaine sait depuis 1811.
même si elle préfère l'oublier. Cette vallée a déjà changé de forme en quelques heures, elle peut le refaire. Les échos du passé ne reviennent jamais proprement. Ils reviennent en morceaux. Un journal jauni, une secousse racontée par un arrière-grand-parent, une carte dont les contours ne correspondent plus au terrain. Dans la vallée du Mississippi, le passé le plus dangereux dort sous forme de mémoire incomplète. Entre décembre 1811 et février 1812, lorsque la zone de New Madrid a rompu en séquence, les témoins n'avaient pas les mots de la géophysique moderne, mais ils ont laissé des descriptions qui, aujourd'hui encore, troublent les sismologues. Le sol se soulevait par vagues, les rives s'effondraient, des gerbes de sable jaillissaient des plaines saturées, des forêts entières se couchaient sans tempête. Des portions du fleuve semblaient hésiter, refluer, se tordre contre leur sens naturel. Ce n'était pas seulement un tremblement de terre, c'était un changement brutal de la plomberie profonde d'un continent. 2 siècles plus tard, au soir du 25 février 2026, ce souvenir historique cesse d'être une archive. Il devient un mode d'emploi possible. À New Madrid, dans le Missouri, la petite maison en bois de la famille Hensley vibre à peine lorsque les camions d'urgence passent sur la route d'État. Le père, Caleb, est opérateur sur remorque fluviale depuis 17 ans. Le fleuve, il l'a toujours décrit comme une chose dangereuse, mais lisible. Haut, il menace. Bas, il ralentit. Mais il suit des règles. Ce soir-là, il ne reconnaît plus rien. Son téléphone affiche les bulletins de navigation suspendus. Ses collègues en aval lui envoient des vidéos de berges nues, de barges figées dans des chenaux devenus trop maigres, de fissures ouvertes là où il n'y avait 3 jours plus tôt qu'un courant épais et brun. Dans la cuisine, sa fille de 12 ans lui demande si le fleuve peut tomber encore. Caleb ne répond pas tout de suite. Parce qu'au fond, ce que tout le monde découvre ce soir-là, ce n'est pas seulement la possibilité d'un niveau plus bas. C'est la possibilité que le sol lui-même soit en train de décrocher sous le fleuve. À Memphis, le contremaître Darnell Price termine une garde de 19 heures au poste de contrôle d'une station de pompage. Toute sa carrière a consisté à surveiller des marges, la cote de sécurité, la hauteur minimale d'aspiration, la redondance électrique, les débits de secours. L'ingénierie urbaine moderne repose sur cette religion des marges. Mais vers 3h17 de l'après-midi, les calculs changent de ton. Si la surface du fleuve descend encore de quelques pieds, certaines prises approcheront une zone où l'entrée d'air, la cavitation et l'instabilité hydraulique ne seront plus des hypothèses de manuel, mais des réalités de terrain. Et quand une grande ville se rapproche ainsi d'une urgence de production d'eau potable, le problème cesse d'être technique. Il devient biologique, social, médical. L'eau, quand elle manque, ne crée pas seulement du désordre. Elle désorganise tout le reste. Les hôpitaux, les incendies, l'hygiène, la chaîne alimentaire, les écoles, la confiance publique. Plus au sud, près de Port Gibson, l'ingénieur de car Leila Moreno observe les données d'admission d'eau d'un circuit de refroidissement industriel critique. Les protocoles de contingence ont été activés. Les systèmes de secours répondent encore. Rien n'est hors contrôle. Mais la signification réelle de la soirée est ailleurs. Des installations conçues avec des couches épaisses de sûreté commencent à regarder le fleuve non plus comme une ressource stable, mais comme une variable hostile. Dans les rapports internes, les phrases restent neutres, standardisées, presque froides. Anomalous intake conditions. Contingency measures implemented. Pourtant, derrière cette langue administrative, une vérité simple s'impose. Quand un grand fleuve devient imprévisible, toutes les infrastructures qui ont grandi en s'adossant à lui doivent soudain recalculer leur avenir à l'heure. Le coût humain commence toujours avant le bilan officiel. Dans 6 paroisses de Louisiane, les restrictions d'eau tombent avant la fin de l'après-midi. Dans certains quartiers, les habitants remplissent baignoires et bidons sans vraiment comprendre si le problème durera 12 heures ou 12 jours. À Bâton Rouge, une infirmière de nuit envoie des messages à sa mère âgée pour lui dire de stocker ce qu'elle peut. À Helena West Helena, un exploitant de remorqueur fixe ses comptes et comprend en quelques lignes de chiffres que le mois entier bascule. À Saint-Francisville, un technicien de maintenance annule sa visite prévue chez son fils parce que tous les personnels de surveillance sont rappelés. Les grandes catastrophes géophysiques ont toujours cette double forme. À l'échelle des cartes, elles ressemblent à des systèmes. À l'échelle humaine, elles ressemblent à des appels manqués, à des réservoirs d'eau improvisés, à des enfants couchés tôt pendant que les adultes regardent les informations avec le visage fermé.
Et pendant que ces vies se contractent, la logistique continentale commence à se gripper avec une brutalité mathématique. Le bas Mississippi transporte environ 500 millions de tonnes de marchandises par an. Céréales, charbon, produits pétroliers, engrais, acier, composants industriels, exportations agricoles. Tout ce qui paraît abstrait dans un tableau de commerce devient très concret lorsqu'un chenal de 9 pieds n'existe plus. Là où la barge faisait l'économie de l'échelle, le rail impose un autre coût, un autre rythme, une autre congestion. Un boisseau de maïs expédié par barge coûtait quelques centimes. Par rail, la facture explose. Et ce n'est pas qu'un problème de facture. Les rames ne sont pas infinies, les créneaux non plus. Les ports intérieurs ne se transforment pas en terminaux ferroviaires en une nuit. Chaque tonne qui ne part pas s'empile quelque part. Dans un silo, dans une cour, dans un contrat, dans une saison agricole entière. À la Nouvelle-Orléans, le silence des quais a une texture particulière. Ceux qui ont connu Katrina disent que ce n'est pas le même silence, mais qu'il a la même qualité de vide stratégique. Un grand port n'est jamais vraiment silencieux tant que le système fonctionne. Il y a toujours une vibration, un fond mécanique, un rythme de manutention. Quand il s'interrompt, la ville le sent. Parce qu'un port n'est pas seulement un lieu, c'est un organe, et l'organe vient de perdre son alimentation principale. Les terminaux retardent les chargements. Les navires au large attendent des instructions qui ne viennent pas. Les exportateurs agricoles voient s'ouvrir sous leurs pieds une autre forme de fissure. Contractuelle cette fois, financière, mais tout aussi réelle. Le Mississippi n'est pas seulement en crise hydrologique. Il est en train de faire comprendre à l'économie américaine qu'elle a confondu pendant des décennies la permanence avec la normalité. Les scientifiques, eux, regardent toujours les 4 mêmes aiguilles, et elles continuent de battre du mauvais côté. Première aiguille, le niveau. La baisse a ralenti, mais elle ne s'est pas arrêtée. Tant que le débit ne se stabilise pas franchement, l'hypothèse de voies de drainage souterraines actives reste sur la table. Deuxième aiguille, la sismicité. Les réseaux de surveillance n'ont pas encore déclenché l'alerte d'un événement plus notable, mais les essaims microsismiques persistent par intermittence. En géophysique, l'absence de grands chocs n'efface pas la menace d'une déformation lente. Elle peut même la rendre plus insidieuse. Troisième aiguille, le méthane. Les flux restent anormalement élevés au droit de plusieurs fissures. Une structure qui continue de dégazer est une structure qui continue de s'ouvrir, de relâcher, de communiquer avec des volumes auparavant isolés. Quatrième aiguille, la déformation du sol. Si la subsidence gagne quelques millimètres supplémentaires sur les stations clés, alors le scénario le plus inquiétant prendra une densité nouvelle. Le fleuve ne serait pas victime d'un épisode, mais d'une transformation géométrique de son assise. Il faut mesurer ce que cela signifie vraiment. Si des structures secondaires de New Madrid fluagent sous la plaine alluviale, si les couches profondes de l'embaillement se réorganisent, si les compartiments aquifères perdent leur confinement et que le Mississippi commence à nourrir ses nouveaux chemins, alors le 25 février 2026 ne sera pas retenu comme le jour où le fleuve a chuté. Il sera retenu comme le jour où l'Amérique a vu, pour la première fois à l'ère moderne, son principal axe fluvial entrer en interaction directe avec une défaillance tectono-hydrologique complexe. Un événement frontière. Le genre d'événement que les manuels mentionnent parfois dans une note théorique, puis rangent dans la catégorie des possibilités trop extrêmes pour structurer le réel. Mais le réel n'a pas lu les manuels. Le plus inquiétant, dans les salles de crise, n'est pas le scénario d'un effondrement spectaculaire immédiat. Les ingénieurs savent répondre à un choc net, une rupture, un séisme majeur, une inondation brutale. On ferme, on évacue, on contourne, on reconstruit. Ce qui les terrifie, c'est la crise lente qui avance plus vite que l'administration. Une baisse de quelques pieds supplémentaires, une station d'eau qui passe en régime précaire. Une fondation de pile qui révèle un comportement inattendu. Une remontée de gaz qui interdit l'accès à certains secteurs. Une barge immobilisée à un point névralgique. Une suite de petits renoncements qui, alignés, deviennent une bascule. La civilisation résiste souvent mal non pas au coup unique, mais à l'addition de contraintes qui arrivent en cascade, chacune trop petite pour justifier la panique, tout ensemble assez grande pour désorganiser un territoire. Et il y a encore plus grave. Car si la vallée entre durablement dans une phase où les sécheresses profondes, l'affaiblissement aquifère et le fluage tectonique interagissent,
Alors les vieux calendriers cessent d'être utiles. Les modèles climatiques repoussaient nombre de ces conditions vers 2040, parfois au-delà. Les plans d'adaptation, eux, étaient calibrés sur cette distance temporelle. Plus de temps pour renforcer, plus de temps pour déplacer certaines prises d'eau, plus de temps pour redéfinir les marges des ponts, des quais, des installations sensibles. Mais 2026 ne demande pas la permission aux échéanciers. Il avance. Et il transforme en retard chaque année que l'on croyait encore devant soi. Le fleuve, lui, reste l'élément central de cette horloge. 18 millions d'Américains dépendent directement de cette eau à divers degrés. 31 États versent vers son bassin. Environ 40% des espèces d'oiseaux d'Amérique du Nord utilisent son corridor à un moment de leur cycle de vie. 2 siècles d'infrastructures ont supposé son existence continue comme on suppose l'existence du sol ou de l'air. Pourtant, en quelques jours, ce qui paraissait constitutif redevient conditionnel. Voilà le cœur de l'avertissement. Les grands systèmes naturels dont dépend une civilisation ne tombent pas toujours en panne selon un récit simple. Ils peuvent se déformer en silence, accumuler la fatigue, puis se révéler soudain sous une forme que personne n'avait vraiment préparée à affronter. Dans un motel de Greenville, un jeune géophysicien relit, à 2 heures du matin, les rapports historiques de 1811 à 1812 sur son ordinateur. Sur l'écran voisin défilent les flux modernes. GPS, spectre sismique, niveau d'eau, émissions gazeuses. 2 siècles les séparent. Et pourtant, la question qui traverse ces documents est la même. Combien de temps un fleuve peut-il rester un fleuve lorsque la terre qui le porte commence à changer ? Ce n'est pas une question poétique. C'est une question d'ingénierie nationale, de sécurité publique, de continuité économique. C'est une question de survie systémique. L'avertissement final, ce soir-là, n'est donc pas que le Mississippi a perdu 47% de son débit en 72 heures sur des tronçons critiques. L'avertissement final, c'est que cet événement a révélé l'existence de seuils déjà franchis en silence. Des aquifères passés sous leur zone de confort. Des sols qui se tassent là où ils auraient dû rester stables. Des modèles trop optimistes. Des infrastructures trop dépendantes d'une normalité qui n'existe plus. Le fleuve n'est peut-être pas en train de mourir, il est peut-être en train de témoigner. De dire, à sa manière brutale, qu'un système entier arrive au bout des hypothèses qui l'ont tenu jusque-là. Alors l'appel à l'action n'a rien d'abstrait, il n'est pas politique, il est physique. Mesurer plus, publier plus vite, densifier les réseaux GPS, sismiques et piézométriques sur toute la basse vallée. Revoir les hypothèses de fondation, de prise d'eau, de refroidissement, de navigation. Non plus sur les moyennes du passé, mais sur les extrêmes désormais plausibles. Cartographier les chemins de grainage potentiels sous les chenaux actifs. Équiper les communautés riveraines de protocoles d'eau d'urgence qui ne supposent plus l'infaillibilité du fleuve. Sortir la zone de New Madrid de la catégorie mentale du risque historique, pour la replacer dans celle du risque vivant. Et surtout, accepter une vérité que les catastrophes naturelles rappellent toujours trop tard. Ce qui soutient une civilisation n'est jamais garanti. C'est surveillé, entretenu, compris ou perdu. En ce moment même, au terme de cette journée du 25 février 2026, les fissures sont encore ouvertes. Des matières organiques vieilles de 60 millénaires continuent de remonter par des fractures neuves. Des capteurs scrutent un sol qui n'a pas fini de parler. Des villes calculent leur dernière marge d'eau sûre. Des ingénieurs comptent les pieds qui restent avant l'échec. Des scientifiques regardent des écrans en sachant que, parfois, les systèmes les plus dangereux ne donnent pas d'alerte nette. Ils battent simplement comme un pendule. Encore un peu plus bas. Encore un peu plus creux. Encore un peu plus près. Et la question qui hante toute la vallée n'a pas changé. Est-ce le signal d'alarme ? Ou bien l'alarme a-t-elle déjà sonné, et sommes-nous seulement en train d'apprendre à reconnaître son bruit ?